Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Le 20 et 27 juin prochain, les Français sont invités à se rendre aux urnes pour élire leurs conseillers régionaux. Comment cette élection territoriale s'organise-t-elle dans l'ombre de la présidentielle? Quels sont les enjeux concrets de cette élection? On en parle en compagnie d'Anne Muxel. Bonjour, vous êtes sociologue politiste, directrice de recherche au CEVIPOF, et à côté de vous, Jacques Lévy, bonjour, géographe, bonjour. Directeur de la chaire Intelligence spatiale de l'Université Polytechnique Hauts-de-France. Vous venez de publier L'Humanité, un commencement, le tournant éthique de la société monde aux éditions Odile Jacob. Jacques Lévy, le géographe que vous êtes, comment voit-il les régions françaises? Est-ce que notre pays est plus attaché à ces régions que d'autres pays? A-t-on raison de considérer que la France est une mosaïque à les diversités, comme disait Brodel? Vous semblez associer diversité avec passé, avec ce mot attaché à, comme si c'était un héritage en déclin, auquel on tiendrait plus ou moins, alors qu'en fait, c'est vrai, il y a ces anciennes régions qui étaient en fait des sociétés anthropologiquement assez différentes les unes des autres, jusqu'à une période assez récente, mais c'était la France dominée par la ruralité, avec des villes qui étaient en fait la capitale de cette ruralité. Aujourd'hui, l'espace français a vraiment beaucoup changé, tout simplement parce que les gens peuvent beaucoup plus choisir là où ils habitent. Donc la révolution de la mobilité a fait que le fait d'habiter au centre d'une grande ville, en banlieue, dans le périurbain ou dans les campagnes plus éloignées, ce n'est plus, pour l'essentiel des gens, une assignation à résidence. Donc ça veut dire que il y a une relation beaucoup plus forte entre l'identité des gens, par exemple ceux qui habitent dans les grandes villes, se ressemblent qu'ils habitent à Paris, à Marseille, à Lyon, etc. Et donc du coup, ils peuvent être très différents par contre de gens qui habitent dans la même région et qui ont fait d'autres choix. Le périurbain, on l'a vu avec les Gilets jaunes, où c'était un mouvement globalement de périurbain ou de gens habitant plus à la campagne, quelle que soit la région. Sauf peut-être l'Île-de-France, qui justement est plutôt un espace local, qui est plutôt une aire métropolitaine. Mais donc, on voit bien que... Il y avait une question jaune également dans certains départements de l'Île-de-France. En Seine-et-Marne, par exemple. Voilà, c'est ça. Là où justement il y a beaucoup de périurbains. Donc en fait, cette idée d'archipel que j'avais développée, qui n'est pas tout à fait la même que l'archipel de Jérôme Fourquet, mais l'idée que finalement il y a des îles urbaines qui se ressemblent beaucoup en fonction de leur taille, et qui sont entourés finalement d'espaces qui se ressemblent également beaucoup. Donc s'il y a région, c'est peut-être autour dans l'association entre ces grandes villes et puis leur environnement, et donc peut-être avec d'autres projets politiques, comme par exemple, je sais pas, l'éducation, la police, pourquoi pas, enfin, mais est-ce le que ça veut dire, et donc c'est plus du tout les mêmes régions que celles dont vous parliez. Mais alors justement, est-ce que ça veut dire, Jacques Lévy, que les identités régionales aujourd'hui, elles sont plutôt symboliques, ou qu'elles reposent sur des sentiments d'appartenance plus que sur des différences anthropologiques? Parce qu'on voit qu'il y a malgré tout des débats encore très vifs, par exemple celui qui a lieu en ce moment sur les langues régionales. Oui, alors ça c'est peut-être le lien entre les anciennes et les nouvelles, parce que par exemple l'idée qu'on pourrait avoir une identité, y compris culturelle, linguistique, dans une région n'est plus un tabou, même si on peut discuter des modalités. La Bretagne est un bon exemple de passerelle, je dirais, entre les anciennes identités et les nouvelles, parce qu'en fait la Bretagne, disons le peuple breton, la société bretonne est porteuse aussi d'un projet plutôt fédéral, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une autonomie, mais qui s'accompagne d'une responsabilité. C'est plus la région qui demande toujours plus au gouvernement au niveau national. Donc effectivement, il y a des liens, il y a aussi certaines continuités paradoxales, c'est-à-dire que la Provence, qui était très... Là, on revient à la politique, mais c'est un indicateur intéressant. La Provence, qui était très hostile, très tribunicienne, très hostile à l'establishment, mais
à gauche et qui maintenant est très hostile à l'establishment, mais plutôt à l'extrême droite. Donc il s'est passé quand même beaucoup de choses sur la scène politique. La Bretagne aussi a basculé, l'Alsace n'est plus ce qu'elle était, donc on voit bien que les choses bougent. Le regard d'une politiste sur ces élections régionales, Anne Muxel, comment les envisagez-vous ? Alors, les élections régionales sont d'abord des élections intermédiaires, il faut le rappeler. Donc, souvent, les citoyens s'en saisissent pour exprimer leur mécontentement ou au contraire leur satisfaction, mais souvent quand même davantage leur mécontentement à l'égard du pouvoir politique en place. Alors, généralement, elles font l'objet d'un vote sanction. Ça avait été le cas en 2015. La gauche s'était retrouvée sanctionnée, effectivement, à l'époque, avec déjà un taux d'abstention assez important. Seul un Français sur deux en 2015 pour les régionales avait voté. Il faut quand même rappeler ça. Donc, en fait, ces élections régionales, ne sont pas, même si les Français, effectivement, développent des sentiments d'appartenance d'un nouveau type, parce qu'ils ont besoin d'ancrage, d'identité, suite à ce que vient de dire d'un nouveau Jacques type Lévy. par rapport à l'ancien, c'est une sorte de bricolage. En tout cas, il y a un besoin, je pense, aujourd'hui, dans cette crise générale, dans ces multi-crises générales que nous traversons, sûrement, il y a un besoin d'appartenance, d'ancrage. Il y a beau y avoir beaucoup de mobilité, effectivement, les populations sont devenues mobiles, mais en même temps, elles ont besoin de sens, d'ancrage, d'appartenance, et donc on peut se refabriquer des appartenances, et la région, le territoire peut faire partie de ce répertoire de fabrique d'appartenance. Donc dans ce contexte, les régionales que nous abordons cette fois-ci ont pour handicap supplémentaire que nous venons de vivre une crise tout à fait inédite, une crise sanitaire inédite qui fait que les Français sont peut-être attachés à leur région, mais les élections régionales, ça fait quand même pas partie de leur première préoccupation, surtout que la campagne présidentielle, quelque part, a déjà plus ou moins commencé. On parle plutôt des présidentielles et moins des régionales, sauf pour les candidats qui veulent évidemment bien se positionner ensuite pour la présidentielle. Mais les Français, pour l'instant, ils sont dans une situation de grande perplexité, de grande incertitude. Ils sont traumatisés, le mot est peut-être un peu fort, mais dans certains segments de la population, oui, traumatisés par cette pandémie et tout ce à quoi ils ont dû s'adapter ces derniers temps. Comment pourrait-elle peser sur la politique, cette pandémie ? Anne Muxel, qu'est-ce qu'en France on peut imaginer comme conséquence de cette crise sanitaire sur la manière dont cette l'élection régionale, mais aussi peut-être la présidentielle? C'est une question très difficile. Les politistes ont beaucoup de mal d'ailleurs à le mesurer, l'anticiper. La première chose qui vient à l'esprit, bien sûr, c'est la question de l'abstention. On dit d'abord que, effectivement, la première conséquence peut être effectivement une abstention qui peut se marquer assez fortement, mais en même temps... Pourquoi un lien entre la pandémie et l'abstention ? D'abord parce qu'on est dans une société maintenant, à cause de la pandémie, où la question de la mise à distance les uns des autres, on voit bien déjà que l'abstention a pesé fortement sur les municipales, c'était le tout début. Souhaitons que ces élections régionales... Là, c'était en pleine crise. La fin de la séquence, peut-être, mais on ne le sait pas. Effectivement, de plus en plus de gens sont vaccinés. Les gens sont habitués, mais il peut encore y avoir des réticences ne serait-ce que dans la mobilité, dans le fait qu'il faut se déplacer pour certains, pour les personnes âgées, pour les jeunes qui ont été très très marqués par cette pandémie. Bref, et puis surtout, les Français ont autre chose dans la tête. Ils ont déjà la perspective. S'ils pensent à la politique, ils pensent déjà plutôt davantage à la perspective de la présidentielle que des élections régionales. C'est comme si ça risquait d'être un chaînon manquant. Ce qui est paradoxal, Anne Muxel, c'est qu'avec la pandémie est apparu un nouveau poids, une nouvelle importance du politique ou de la gouvernance. On n'imaginait pas qu'un gouvernement allait devoir résoudre ce type de crise. Alors on a vu par exemple qu'aux États-Unis, ça a probablement coûté sa réélection à Donald Trump.
Ensuite, en France, qu'est-ce que cela pourrait provoquer? Eh bien, je vous laisse commenter ou interpréter. Oui, c'est difficile parce qu'en même temps, si on regarde les indicateurs de popularité, on voit plutôt que l'exécutif, Emmanuel Macron et le Premier ministre Castex, ne sont pas forcément en très mauvaise posture. Leur popularité se porte relativement bien. Donc, avec une progression significative auprès des jeunes et pas auprès des personnes âgées, autrement dit des personnes qui pourraient être les plus frappées par cette crise sanitaire. Oui, mais parce que les jeunes, ils ont besoin aussi de se raccrocher à des pilotes, on va dire, à ceux qui gouvernent. Bon, ils sont dans une position, sans doute d'attente très importante, mais je pense que ce différentiel est assez difficile à interpréter vraiment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a comme une dissociation entre le fait que, sans aucun doute, les Français vont avoir en tête la gestion de la pandémie, la façon dont ça a été géré, et au début, en tout cas, de façon assez calamiteuse, bien sûr, mais on ne voit pas encore très bien comment cela peut se reporter sur leur choix politique en tant que tel. Est-ce qu'ils vont sanctionner l'exécutif ou pas? Pour l'instant, les intentions de vote, en tout cas pour la présidentielle, qu'il faut évidemment prendre avec beaucoup de précautions. Nous sommes à 1 an de la présidentielle, bien sûr, mais qui donne bien une photographie de l'état des lieux de l'instant. Emmanuel Macron reste assez stable en termes de son socle électoral. Cheikh Lévy, un commentaire à ce sujet, les conséquences éventuelles de cette pandémie sur les élections, celles que l'on va avoir en fin juin, donc les 20 et 27 juin prochains, et puis éventuellement la présidentielle. Oui, alors peut-être une remarque méthodologique d'abord, le fait que là on esquisse de la prospective, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que va être le monde d'après du point de vue politique. Je pense qu'il faut savoir dire qu'on ne sait pas, et que ceux qui savent, c'est plutôt les citoyens, les individus ordinaires qui vont avoir des projets, qui vont peut-être marquer leur amour pour le distanciel, même quand ça sera plus nécessaire, mais peut-être aussi avoir beaucoup de plaisir à retrouver les collectifs de travail, à rencontrer les gens en direct. Certains ont annoncé qu'il y aurait que les gens quitteraient les villes parce que les villes étaient pathogènes. En fait, bon, c'est pas du tout confirmé d'ailleurs statistiquement, mais vous pensez que c'est plus un bruit médiatique? Ça, c'est des fantasmes. Vous pensez que c'est plus un bruit médiatique qu'un mouvement réel? Pour le moment, c'est un bruit médiatique. Moi, je ne suis pas capable de dire ce qui va réellement se passer, mais si on regarde les agents immobiliers sérieux, en fait, ils disent on ne sait pas, parce qu'en fait, il y a des éléments périphériques qui peuvent laisser penser qu'il y a un frémissement, par exemple, de baisse du prix de l'immobilier dans les centres-villes, mais ça pourrait très bien ne pas se confirmer. Donc, ce que je voulais dire, c'est que si on veut avoir des idées un peu précises du futur, le mieux, c'est de faire ce que j'appelle, moi, une prospective pragmatique, c'est-à-dire de demander aux acteurs, et notamment aux petits acteurs, ce qu'ils ont en tête. Et à ce moment-là, peut-être, on en saura plus. Alors, justement, pour répondre à la question sur le politique, je pense qu'en 2017, il y a eu une bifurcation majeure dans l'offre et la demande politique. Et la question est de savoir si la pandémie va affecter cette bifurcation. Est-ce qu'on va, par exemple, revenir en arrière dans un rapport gauche-droite tel qu'il était installé depuis longtemps, ou est-ce qu'on va continuer à reconfigurer? C'est les électeurs qui l'ont fait. Il y avait bien sûr une offre nouvelle avec Emmanuel Macron, mais les électeurs auraient pu la refuser. Et donc, est-ce qu'on va continuer? Donc, moi, à mon avis, il s'est passé des choses intéressantes du point de vue cognitif et du point de vue éthique pendant la pandémie, qui vont plutôt dans le sens de la continuation de ce processus, parce que les gens, par exemple, ont fait des comparaisons. Au début, ils trouvaient que la gestion gouvernementale française était calamiteuse, mais quand ils ont vu comment c'était dans différents pays, dans différentes régions de différents pays, ils se sont dit en fait que c'était un problème difficile, et donc que l'attitude
classique consistant à dire le gouvernement doit savoir et doit savoir faire, ça ne s'appliquait pas à cette situation. Donc il y a eu une espèce de laïcisation de leur rapport au pouvoir politique qui me semble plutôt être un progrès. Et puis sur le plan éthique, le fait que contrairement à ce qu'on dit souvent, c'était pas forcément une régression. Il y a des gens qui ont crié aux atteintes aux libertés. Donc tout le mouvement libertarien qui a été très présent aux États-Unis et au Brésil, par exemple, un peu en Grande-Bretagne, en fait, a été assez peu présent dans la plupart des pays européens et notamment en France. Donc on peut penser que l'idée qu'il faut à la fois beaucoup d'individus et beaucoup de sociétés, c'est une idée qui a progressé. Anne Muxel. Oui, je confirme qu'en fait, globalement, les Français ont assez bien accepté, justement, contrairement à ce qui a pu se passer dans d'autres pays, assez bien accepté toutes ces mesures de restriction assez importantes de leur liberté qui pesaient sur vraiment leur vie intime, leur organisation quotidienne, les relations avec leurs proches. Donc il y a eu une forme d'acceptation de cette complexité à laquelle ils devaient eux-mêmes faire face, mais d'une certaine façon, ils ont aussi accordé un crédit à l'exécutif, aux politiques, sur le fait que ces politiques étaient aussi confrontés à des difficultés inédites. Donc là, je pense que il est difficile, justement, dans ce contexte, dans cet état d'esprit, de savoir exactement comment cela va peser. Alors, on voit bien qu'il y a des acteurs politiques, des futurs candidats ou candidates qui essaient d'utiliser ce terreau-là, et de mobiliser peut-être le terreau du mécontentement, de l'insécurité, pour évidemment gagner des élections proches, locales, régionales ou à venir avec la présidentielle. Mais ce n'est pas sûr que ça prenne finalement sur les Français, parce que je pense que l'expérience intime, en tout cas, de cette crise pour les Français, c'est probablement c'est cette espèce de prise de conscience que l'on était dans une situation nouvelle et qu'il fallait peut-être prendre des résolutions autres, nouvelles, soit au plan personnel et intime. Il y a beaucoup de gens qui ont remis en cause leur vie, leur façon de vivre avec le télétravail, mais aussi une prise de conscience à un niveau plus large, plus global. Et par exemple, j'imagine que nous parlerons par exemple de l'enjeu écologique qui peut, lui, cristalliser par contre un certain nombre d'éléments quant au vécu et au ressenti de cette crise. Mais c'est vrai que les perspectives du monde d'après sont compliquées à percevoir. On va évoquer par exemple le baromètre du Cevipof que vous avez bien entendu suivi, Anne Muxel, puisque vous êtes directrice de recherche au Cevipof, et la manière dont il dessine l'état d'esprit des Français quelques jours avant ces élections régionales. Je rappelle, Jacques Lévy, le titre de votre ouvrage, L'humanité à un commencement, le tournant éthique de la société monde, aux éditions Odile Jacob. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour évoquer cette situation politique. En attendant, il est 8h sur France Culture. Le billet politique, Stéphane Robert, Emmanuel Macron et les territoires abandonnés de la République. À moins d'un an de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron se livre à une grande déclaration d'amour en direction des territoires qui constituent la France. Il aime leur diversité, affirme-t-il, et quand il les sillonne, il emporte toujours avec lui des cartes en relief qui lui permettent, dit-il, d'appréhender instantanément leur réalité et de les comprendre. C'est ce qu'on peut lire dans une longue interview publiée hier dans le magazine trimestriel Zadig. Emmanuel Macron commence par quelques confidences qui sont autant de souvenirs vécus dans les territoires où il a passé son enfance. À Amiens, tout d'abord, son berceau, il nous raconte les heures, les jours, les années passées dans la bibliothèque de l'appartement de sa grand-mère. À Bagnères de Bigorre, dans les Pyrénées, lieu de bonheur absolu, avoue-t-il, il se remémore la pêche à la truite et les chars qu'il confectionnait pour la fête des fleurs de la commune. Il y a là des souvenirs d'enfance, mais aussi un message politique. Il veut faire entendre aux Français qu'il n'est pas, ou pas seulement, un représentant de l'élite et de l'intelligentsia parisienne, que lui aussi a des racines, que lui aussi connaît la réalité de la province et de la ruralité. D'ailleurs, il dit s'être aperçu très vite des difficultés de ces territoires, des dégâts engendrés par la désindustrialisation. Amiens, relate-t-il, est passé du statut de capitale régionale à celui de capitale de département, écartelé entre Paris et Lille. Et Bagnères du Bigorre a connu l'effondrement de son industrie textile. D'un seul coup, la ville s'est figée, raconte-t-il, ajoutant avoir connu des cousins qui ne trouvaient plus d'emploi.
Il nous dit donc qu'il s'est aperçu très tôt du processus engagé qui a conduit à ce qu'est devenue la France aujourd'hui. Emmanuel Macron, Stéphane, se livre ensuite à une analyse des conséquences de cette désindustrialisation. Oui, c'est quelque chose qui est survenu dans les années 80, constate-t-il, qui n'a pas été compris, mais dont on voit les effets aujourd'hui, les sentiments de déclin, d'abandon, de déclassement. Et il explique les transformations géographiques qu'a connues le pays, la désertification des campagnes, des vallées, la disparition des services publics, la concentration de l'activité dans les grandes villes. Disant cela, Emmanuel Macron reprend en partie l'analyse développée par l'historien Pierre Vermeuren dans un petit ouvrage paru récemment dont on a déjà parlé ici et qui s'intitule « L'impasse de la métropolisation ». Tout y est, la désindustrialisation du pays, la concentration des activités de services dans les métropoles régionales, la relégation des classes moyennes en périphérie de ces métropoles, les dizaines de kilomètres qu'il faut faire tous les jours pour aller travailler, ce qui nous amène en 2018 à la crise des Gilets jaunes. On sent que cette crise l'a marqué. Il en parle comme d'un tournant qui marque un retour de la violence dans la société. Avec cette crise, selon lui, notre pays aurait retrouvé un de ses fondamentaux que sont les jacqueries. Nous laissons aux historiens le soin d'analyser la justesse de cette référente. Et à la suite de cette crise, Stéphane, Emmanuel Macron est parti à la rencontre des Français et des territoires qu'ils habitent. Oui, ce fut le grand débat un peu partout en France. Le président en a tiré un certain nombre de leçons. Le pays est morcelé, constate-t-il. Chaque territoire a sa réalité, son rapport à l'histoire qui lui est propre. Pour autant, malgré cette diversité, le pays aspire à l'unité, affirme-t-il. C'est ce qu'il a constaté, tout comme il aspire, selon lui, à l'universalité. Il se lance alors dans un message de confiance en l'avenir et adresse une longue déclaration d'amour à ces territoires abandonnés de la République. Il aime Figeac dans le Lot pour sa capacité à se réindustrialiser, la ville de Marseille qui conserve d'importants quartiers populaires. Il aime le département de la Seine-Saint-Denis qu'il compare à la Californie sans la mer parce que c'est là que se crée le plus grand nombre de start-up par habitant. Il aime aussi la Bretagne, le Puy-de-Dôme et puis le Tour de France cycliste. Ça, il adore. Il trouve ça génial. L'adrénaline, la vitesse, les exploits, les gens qui se nichent partout sur le bord des routes. C'est un moment, dit-il, où on peut embrasser le pays et ses paysages. En disant cela, Emmanuel Macron confirme qu'à la faveur du déconfinement, il va multiplier les déplacements et aller à la rencontre des Français. En ce sens, il marque là le coup d'envoi de la campagne pour la présidentielle. Et puis, on peut deviner à travers cette interview tout le sens politique de sa démarche. Déjà, il va essayer de faire savoir qu'il a compris d'où viennent les difficultés de la France et donc qu'il va tenter d'y remédier ou de continuer à y remédier. Sa cible, c'est l'électorat de Marine Le Pen, puisque c'est dans ces territoires abandonnés qu'on vote le plus en faveur du Rassemblement national. On voit donc qu'il anticipe qui sera son principal adversaire. Il veut, au sein de cet électorat, on l'a déjà évoqué, gommer ou estomper cette image de président des villes et de président des riches qui lui colle à la cravate. Et puis il va tenter de conjurer l'amer constat qu'il avait dressé quelques jours avant le début de la crise des Gilets jaunes. C'était le 14 novembre 2018, avec le journaliste Gilles Boulot depuis le porte-avions Charles de Gaulle. Je n'ai pas réussi à réconcilier les Français avec leurs dirigeants, avait-il avoué. Aujourd'hui, il nous dit qu'il n'a finalement pas renoncé à cette ambition. Il aspire à réconcilier les Français avec son dirigeant, en l'occurrence, lui, Emmanuel Macron. Merci Stéphane Robert pour ce billet politique qu'on retrouve sur le site de France Culture, franceculture.fr. Et puisque nous sommes en compagnie d'une sociologue et politiste, Anne Muxel, directrice de recherche au CEVIPOF, et d'un géographe, Jacques Lévy, qui a notamment publié L'Humanité, un commencement aux éditions Odile Jacob, on va les faire réagir à ce que vous venez de dire. Effectivement, c'est une sorte d'exercice obligé. Un président en France doit être ancré dans des territoires. Alors vous disiez, Stéphane, qu'Emmanuel Macron avouait aimer la Bretagne, le Puy-de-Dôme, le Tour de France. Il dit rien sur la Haute-Savoie, mais peut-être que ça, c'est pour plus tard. En revanche, ce qui est certain, Anne Muxel, c'est qu'il y a cette volonté d'avoir un ancrage. On avait par exemple reproché à Lionel Jospin de ne pas avoir d'ancrage. Alors, est-ce que c'est en partie à cela qu'Emmanuel Macron essaye de répondre? Oui, c'est de toute évidence un exercice lié à sa fonction présidentielle et sa entrée en campagne, comme l'a très bien dit Stéphane Robert, c'est-à-dire de renouer avec des Français dont il peut percevoir, et à juste titre, qu'il est perçu comme quelqu'un d'éloigné, ne faisant pas partie effectivement de ce cénacle régional, si je peux dire.
mais à vous écouter, on a l'impression que c'est un roman français qu'il délivre. Et finalement, tout ce qu'il raconte, ce sont presque des clichés que beaucoup d'entre nous ont pu vivre dans nos souvenirs d'enfance, dans ce temps de la vie rurale plus ou moins ancien et qu'évoquait Jacques Lévy tout à l'heure. Donc, il donne aux Français la possibilité, effectivement, de se retrouver, de se projeter dans ce discours qui est le sien. Donc, c'est une tentative vertueuse, on va dire. Bien sûr, on ne peut pas lui reprocher de se rapprocher de cette population française, de ses paysages et de toute la diversité qui fait effectivement la richesse de notre pays, culturellement, géographiquement, etc. Après, voilà, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il va faire? Après, on est dans le registre de la politique. Quelle va être sa politique en matière de décentralisation? Quelle va être sa politique en matière de maintien des services publics auprès des populations? Quelle va être sa politique en matière d'encouragement à la réindustrialisation, l'aide pour les PME, le travail pour les jeunes, les possibilités de se loger dans ces régions? Bon, voilà, après, on entre dans la politique. Là, on était dans du roman. C'est sa dimension romanesque qui retient. Jacques Lévy. Oui, je pense que quand on est un acteur politique, il faut essayer d'articuler la couche du mythe qui existe partout, et notamment dans le politique, et la couche du rationnel, du projet argumentable, je dirais. Donc, c'est vrai que dans le domaine de la géographie, il y a beaucoup de mythes. L'opposition Paris-Province qui a été transformée en métropole-territoire. Donc territoire voulant dire province, c'est étonnant, comme si en fait tout ce qui était au-delà du périphérique était uniforme et souffrait en fait de la prééminence de Paris. En fait, ce qu'on peut savoir par ailleurs, c'est que ce sont les habitants des grandes métropoles, et en particulier des zones centrales, qui sont les plus pauvres. C'est là à la fois où il y a le plus de pauvreté, et c'est là où la redistribution est telle que le coût de la métropole, finalement, n'est pas compensé par l'État-providence. Donc, autre problème d'irrationalité du mythe. Les mythes peuvent être compatibles avec la raison, mais en l'occurrence, il y a quand même des contradictions. Le fait, j'ai participé à une étude avec le Rhizome Choros sur les zones à la fois les moins peuplées et les plus éloignées des villes en matière de performance éducative. Et en fait, l'éducation nationale fait le job, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune incidence de la localisation des élèves ou des établissements sur la performance et sur les mentions au brevet et au bac. Donc, ces éléments factuels échappent au mythe. Donc, comment faire pour ajuster l'un à l'autre? Donc, c'est un exercice difficile qui peut effectivement entraîner la tentation de les réunir par le passé, par la nostalgie. Je pense qu'en parlant, par exemple, de Seine-Saint-Denis, Californie, Emmanuel Macron essaye de passer de l'autre côté, c'est-à-dire de nouvelles success stories de territoires qui a priori étaient mal placés, et donc Figeac, c'est un exemple classique en ce sens. Donc il ne se réfugie pas complètement dans la nostalgie. Pourquoi Figeac? Figeac parce que ça fait partie du système de l'industrie aéronautique centré sur Toulouse, qui a bien fonctionné. Il y a d'autres exemples comme l'Ouest intérieur, la Vendée, le Choletais. Donc ça, c'est intéressant de montrer que la localisation métropolitaine n'est pas la seule solution pour produire du développement. L'enjeu, c'est bien le développement. Anne Muxel, ce qui est étonnant, c'est qu'Emmanuel Macron, donc là, dans l'interview qu'a commenté Stéphane Robert, publié par le magazine Zadig, on voit bien que l'idée est de se détacher d'une image pas trop parisienne, et dans le même temps, l'électorat d'Emmanuel Macron, jusqu'ici en tout cas, était principalement citadin, diplômé. Est-ce qu'il est possible pour un président probable candidat de modifier son image? Est-ce que vous avez déjà vu en politique ce type de manœuvre?
Oui, alors manœuvre n'est peut-être pas le mot adéquat, c'est un petit peu fort, mais c'est vrai que là, il va chercher un électorat qui n'est pas effectivement sa base, mais un électorat qui, malgré tout, peut se retrouver justement dans ce roman, dans ses souvenirs, hein, puisque tout le monde a quand même l'électorat citadin, même l'électorat parisien ou des grandes métropoles, a des racines familiales, qui concernent les territoires qu'il a évoqués. Je ne sais pas, je n'ai pas lu l'interview, je le confesse volontiers, mais par exemple, rien n'a été dit, par exemple, des Outre-mer, hein, des territoires qui concernent y compris aussi, d'ailleurs c'est d'ailleurs étonnant, voilà. Donc, c'est d'ailleurs étonnant dans les programmes remarque. des partis politiques, très peu de partis font des propositions pour les Outre-mer. C'est vraiment une tâche aveugle aujourd'hui dans la campagne. Jacques Lévy, qu'est-ce que ça vous éveille? Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette tâche aveugle-là? Peut-être parce que la problématique est forcément spécifique, donc c'est particulièrement difficile d'avoir un discours unifié pour penser, par exemple, on discute actuellement de l'indépendance potentielle de la Nouvelle-Calédonie, hein, donc on discute de savoir que deviendrait le 1,5 milliard de subventions nettes que l'État français donne à la Nouvelle-Calédonie. Donc si on mettait les choses à plat, on s'attaquerait à un corporatisme qui est très très puissant, donc qui est parfois emballé dans une idéologie indépendantiste, ou très autonomiste, mais qui en fait c'est la défense d'un aspect très particulier de l'État-providence à la française, qui est un aspect géopolitique, c'est-à-dire qu'on paye pour retenir en fait les confettis de l'Empire, quelque chose qui n'est pas du tout pratiqué par exemple par le Royaume-Uni. Mais alors, donc c'est très spécifique et c'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas, parce que c'est particulièrement difficile de relier mythe et rationalité dans ce domaine. Reste l'état d'esprit des Français. Et là, j'aimerais, Anne Muxel, évoquer le baromètre que votre institut de recherche, le Cevipof, publie chaque année. En quoi les Français ont-ils confiance aujourd'hui? Ça, c'est la question que vous posez. La réponse, c'est en pas grand-chose. Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle dans ce baromètre. La mauvaise nouvelle, c'est que l'état d'esprit des Français est globalement très médiocre. Ils sont las à 40%. Il y a de la morosité pour 27%, de la méfiance pour 23%. Enfin bref, c'est le cortège habituel d'une France en mauvais état psychique, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas pire qu'hier. Oui, alors effectivement, ce que l'on mesure, c'est une forme de stabilité de cette défiance maintenant bien installée. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes des défiants, comparés par exemple à nos voisins européens qui vivent aussi des situations assez comparables, en tout cas si on pense à la crise sanitaire, à la gestion de la crise sanitaire, mais aussi à certains indicateurs économiques. Les Français sont de toutes les façons toujours plus moroses, plus défiants envers la classe politique, plus confiants quand même quant à leur destinée personnelle. Hein. Il y a toujours ce différentiel entre ce pessimisme collectif et ce relatif optimisme personnel. Mais c'est vrai que cette dernière vague du baromètre de confiance politique n'est pas un scoop au sens où il ne fait pas ressortir quelque chose de nouveau par rapport à cette défiance que l'on mesure maintenant depuis une dizaine d'années, bien installée envers et tout particulièrement envers la classe politique et les institutions. Et alors par rapport au président de la République actuelle et au Premier ministre, là on voit qu'il y a effectivement une cote de popularité, un niveau de confiance qui est plutôt élevé si on le prend historiquement par rapport à ce qu'il a été hier. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un apaisement, puisque dans Zadig, dans le magazine où Emmanuel Macron se livre à une interview, une confession, il évoque les Gilets jaunes, bien sûr l'épisode l'a marqué, il évoque d'ailleurs le Puy-en-Velay qui a été un épisode particulièrement violent. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie qu'il y a deux France, une qui lui fait confiance et l'autre qui fait preuve d'une grande défiance? Est-ce que ça signifie qu'il y a finalement une opinion clivée? Bref, comment interpréter cela, Anne Muxel?
Oui, bien sûr. Cette défiance, je dirais, moyenne, à un niveau élevé, touche l'ensemble de la population, mais dans certains segments de la population, elle est différenciée, hein, bien évidemment. L'épisode des Gilets jaunes laisse quand même une trace forte dans l'esprit des Français. Globalement, majoritairement, souvenez-vous, les Français comprenaient, adhéraient, même en n'y participant pas forcément, mais adhéraient, comprenaient le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire cette colère sous-jacente liée justement à ce sentiment d'abandon de certains territoires, de certaines couches de la société. Et donc ça reste très présent, je pense, à l'esprit, et je pense que ce sera un élément qui va compter, pour le coup, puisqu'on évoque l'avenir politique, la présidentielle, les conséquences de ces multiples crises auxquelles les Français sont confrontés, à laquelle la crise sanitaire a encore ajouté une couche. Donc dans cette perplexité, incertitude, lassitude générale, le mouvement des Gilets jaunes est quand même toujours en arrière-fond. Jacques Lévy. Oui, si on prend un peu de recul historique, c'est vrai qu'on pourrait dire depuis les années 30, la configuration particulière de la relation État-société en France fait qu'il y a des hyper-attentes par rapport à un seul niveau qui est l'État central, et alors encore plus quand il y a un président élu au suffrage universel, et puis une hyper-déception, une hyper-frustration que toutes les attentes qu'on a restent insatisfaites, avec cette nuance que maintenant on peut en partie les satisfaire soi-même, hein, d'où le fait qu'il y a parfois un optimisme qui est en contraste, un optimisme pour son destin personnel, pour son projet, pour sa biographie, je dirais, qui cohabite avec une très grande défiance vis-à-vis des institutions politiques. Mais si on se souvient encore de 2002, Guillaume Erner, vous qui savez tout, vous vous souvenez du score de la gauche contestataire, vous vous souvenez du score de Jospin, 16%. Si vous ajoutez tous les contestataires de la gauche, ça fait combien ? Ça fait 27%. Le sort aurait été différent. Donc, ça fait depuis la 4e République que la vie politique française est obligée de gérer. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on a un système institutionnel et électoral anormal en comparaison des autres pays européens. Le fait que les tribuniciens représentent en gros la moitié, parfois plus, du corps électoral. Donc ça se redistribue. Il y a une stabilité apparente. Bien sûr, beaucoup de choses ont changé en même temps, mais c'est impressionnant de voir que avant c'était le parti gaulliste, hein, qui était la frange droite des tribuniciens sous la 4e République, et il y avait le parti communiste à 25%. Et donc on a des redistribution, mais on n'est pas si loin. Donc le pôle gouvernemental le plus rationnel, qui essaye de jouer sur la complicité entre justement projet personnel et projet de la société, il a du mal à se faire une place. Il a peut-être un peu progressé, mais il lui reste encore beaucoup de chemin. Mais est-ce que ça veut dire aussi, Anne Muxel, que la fonction tribunicienne, contestataire, je ne sais pas comment la qualifier aujourd'hui, portée par le Rassemblement national et le duel qui aujourd'hui est perçu comme étant un duel probable entre la République en marche et le Rassemblement national ? Oui, bien sûr, ça fonctionne comme cela. Et d'une certaine façon, Emmanuel Macron a quelque part intérêt, finalement, à rester dans cette bipolarisation. Hein, mais au travers de ce que nous venons de dire, et pour en revenir au régional, ce qui est intéressant, c'est que pour ces élections régionales qui, normalement, comme nous l'avons dit, peut cristalliser justement ce vote sanction, c'est que cette fois-ci, ce vote sanction, il va finalement éventuellement se faire sur des oppositions très éclatées, hein, très fragmentées, puisque notamment au niveau régional, la République en marche ne contrôle aucun exécutif régional. Donc si on veut sanctionner le gouvernement, comment le faire au niveau régional, et on ne sait pas très bien justement comment cela va se reporter, c'est-à-dire comment ce vote sanction qui va probablement s'exprimer, on peut l'attendre, mais où et comment, tant les oppositions sont éclatées et elles-mêmes fragmentées.
C'est aussi parce que Jacques la recomposition commencée en 2016-2017 continue. C'est-à-dire qu'on a vu l'épisode Estrosi, Falco, Muselier. C'est un épisode assez important, ça se passe en région PACA, il faut juste situer. Et aujourd'hui, d'après les derniers sondages, on voit qu'il y a, de la part de Thierry Mariani, donc du Rassemblement national, une avance importante de 13 points en plus par rapport au début. C'est-à-dire qu'il est passé dans les intentions de vote, bien sûr, de 30 à 43% des intentions de vote au premier tour, Jacques Lévy. Oui, vous avez raison. C'est pas cet aspect sur lequel je voulais insister, c'est sur le fait que, en fait, l'expérience du mandat d'Emmanuel Macron a prouvé aux anciens grands partis, les Républicains et le PS, qu'il ne leur suffisait pas d'attendre des jours meilleurs, que ce n'était pas des vagues conjoncturelles qui faisaient qu'avec l'usure du gouvernement, ils reprendraient pied et ils redeviendraient les grands partis. En fait, et le PS et les Républicains continuent à perdre de l'influence et on a la symétrie. Vous avez peut-être vu les déclarations de François Rebsamen, des gens comme Stéphane Le Foll, Carole Delga en Occitanie. C'est des gens... 3 membres du Parti socialiste. Voilà, c'est des gens qui, du côté du Parti socialiste, sont assez symétriques de Estrosi, Falco, Muselier, c'est-à-dire en fait qui sont sur le sas d'une inclusion, d'une mise dans l'orbite du macronisme. Donc le processus continue et c'est intéressant parce que la société politique française a fait l'expérience pas seulement de l'arrivée au pouvoir, mais de l'exercice du pouvoir de Macron, et ça ne stoppe pas le processus de recomposition. Donc on peut imaginer que les régionales vont être un bon indicateur de l'état de cette recomposition. Mais alors, c'est pourquoi d'ailleurs on voit apparaître une expression qui parfois d'ailleurs est utilisée de manière péjorative, l'expression d'extrême centre pour qualifier ce bloc qui irait donc d'une partie du Parti socialiste aux Républicains, une partie d'entre eux, une recomposition donc autour de la République en marche. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne Muxel ? Oui, alors bon, cette notion est assez comment dire, paradoxale d'une certaine façon, d'extrême centre. Mais ça veut en tout cas dire qu'on est dans un paysage politique qui a complètement changé. Jusqu'à une date récente, on parlait de la tripartition de l'espace politique. Il y avait effectivement la gauche du gouvernement, la droite du gouvernement et le Front National, l'extrême droite. Aujourd'hui, on aurait ce centre qui agrège autour de Macron de plus en plus de forces de gauche, enfin de candidats de forces de gauche et de droite, et puis des extrêmes avec un extrême, avec un Rassemblement national qui pèse plus lourd. Donc on n'est plus dans cette tripartition d'une certaine façon. C'est comme si on était redevenu dans une bipartition, mais d'un autre type que la bipartition classique gauche-droite. Donc là, je crois qu'on est effectivement dans la poursuite, et là je suis tout à fait d'accord avec ce que Jacques Lévy vient de dire, dans la poursuite de cette disruption politique que l'élection présidentielle de 2017 a marqué, et d'une profonde recomposition politique dont on ne sait pas jusqu'où elle va aller. Et la question justement de la métropolisation, alors ça aussi, Stéphane Robert en parlait, c'est un thème qui revient dans l'interview d'Emmanuel Macron, mais Jacques Lévy, on voit qu'il y a, donc alors ça c'est une thèse géographique, alors elle a dernièrement été portée par un historien, Pierre Vermeyren, qu'on a reçu au matin, l'idée consistant à dire finalement que les gilets jaunes, c'est en l'occurrence une conséquence de la métropolisation de la France, donc qui aurait concentré les richesses, les emplois dans certains lieux et qui aurait laissé une grande partie du territoire à l'abandon dans une situation de paupérisation ou de déshérence. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les 10 principales villes ou aires urbaines françaises sont clairement les plus productives. C'est uniquement elles qui permettent que la France soit à peu près, un peu au-dessus de la moyenne de l'Union européenne en productivité, en production par habitant, mais tout le reste profite en fait
de la redistribution. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. C'est je dirais, presque le système d'exploitation de la France politique depuis la Troisième République. C'est-à-dire qu'on protège les gens qui sont en position de faiblesse grâce à une redistribution massive. Et ça, c'est ce que constatent finalement les gens qui sont dans ce qu'on appelle les périphéries et qui voient qu'en fait, c'est un peu diffus, c'est parfois confus, c'est pas forcément exprimé de façon rationnelle, qu'en fait ils sont du mauvais côté, ils se pensent comme des perdants, mais pas forcément parce qu'il n'y a pas assez de redistribution, c'est parce qu'en fait eux ils sont dans le capital de stock alors qu'il faudrait être dans le capital de flux, il faudrait être dans l'alter-identité, c'est-à-dire se penser soi-même comme en mouvement pour défendre son identité, alors qu'eux, ils voient une identité statique qui est très nostalgique, c'est autrefois ça allait mieux, et donc là ils ressentent qu'il n'y a pas d'avenir. C'est un peu le syndrome de la Virginie occidentale aux États-Unis, un État qui était sorti de la Confédération sudiste parce qu'il se sentait plus proche du Nord, qui a voté démocrate pendant des dizaines d'années, et qui est aujourd'hui un État où il n'y a plus un seul comté qui n'a pas donné la majorité à Donald Trump. Donc effectivement, ce monde-là, il se perçoit non sans raison comme perdant, même s'il n'y a pas de moindre redistribution. Donc effectivement, il y a bien une différence, et la division dont parle Emmanuel Macron, la division géographique, il dit dans son entretien, la géographie divise, il faudrait que l'histoire, c'est-à-dire un projet commun, rassemble. C'est vrai que c'est un état de fait qui explique aussi une partie de la défiance et une partie des difficultés à avoir une vie politique heureuse, je dirais. Et alors, la géographie divise, les métropoles divisent, ça c'est Pierre Vermeyren qui le dit. Il dit par exemple à Muxel que le vote écologiste est un vote qui est principalement issu des grandes villes et du fait de mécanismes médiatiques notamment, il est amplifié alors qu'il concernerait, Vermeyren fait des calculs, 3% de l'électorat pour ceux qui ont voté pour les maires écologistes des grandes villes. Qu'en pensez-vous en tant que politicien ? Oui, alors le vote écologiste est intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a une sensibilité. Alors si je me focalise un peu sur les jeunes générations, il y a une sensibilité écologiste majeure qui s'est diffusée depuis quelques années dans les jeunes générations. Quand dans les enquêtes, on demande aux jeunes quelles sont leurs préoccupations les plus importantes, jusqu'à il y a quelques années encore, c'était l'emploi, la question du chômage, qui faisait partie de leurs préoccupations premières. Depuis 2-3 ans, c'est systématiquement l'enjeu environnemental, le réchauffement climatique, qui est le premier enjeu de préoccupation des jeunes générations. Pour autant, c'est vrai que les jeunes qui ont voté, par exemple, aux européennes, mais ils sont 3 sur 10, parmi ces jeunes qui ont voté aux européennes, par exemple, ils ont donné plus de voix aux écologistes que le reste de l'électorat. Mais on ne voit pas, pour l'instant, d'adéquation, d'articulation entre cette enjeu écologiste cette sensibilité pour l'écologie qui s'est renforcée avec la crise sanitaire et qui s'est maintenant assez largement diffusée à l'ensemble de la population et tout particulièrement chez les jeunes. Et on ne voit pas cela s'articuler à un vote franc et massif pour les partis écologistes. Donc il y a là une sorte de paradoxe qui, voilà, on verra aux prochaines élections. Mais quand on regarde un petit peu les intentions de vote, Yannick Jadot, voilà, même chez les jeunes, il ne fait pas beaucoup d'intentions de vote. Il ne suscite pas beaucoup de désirs. Donc il y a ce décalage entre des attentes et puis voilà, la réponse politique que l'on peut donner. Un dernier mot à ce sujet, Jacques Lévy. Oui, je pense que d'ailleurs la pandémie a marqué l'échec de la vision deep ecology, c'est-à-dire consistant à culpabiliser l'humanité comme étant à l'origine de la pandémie, avec des arguments quand même un petit peu fragiles. Et donc je pense que c'est plutôt l'idée de développement durable que celle de décroissance qui sort vainqueur. Donc la conscience écologique, elle est massive, et en particulier chez les jeunes, mais le fait de voter pour des partis qui sont un petit peu ambigus sur le choix entre développement durable et décroissance, ça c'est une autre chose. Et il semble bien que Yannick Jadot ne parvienne pas à fédérer cette conscience écologique autour de lui.
Jacques Lévy, L'humanité a un commencement, le tournant éthique de la société monde, c'est aux éditions Odile Jacob. Merci à vous, Anne Muxel.